dans la première partie du bilan du Relique Challenge de février, dans lequel je vais vous présenter à peu près la moitié des livres que j'ai lus en février et mon avis sur chacun d'entre eux bien sûr. Je vais aussi ajouter la lecture de juste le début de chacun d'entre eux parce que je trouve que c'est la meilleure façon de se faire un avis sur le style du livre, de voir s'il nous plaît ou pas. Vous allez voir que j'ai filmé mon avis sur les livres à chaque fois peu après les avoir lus et donc je vais intégrer les séquences les unes derrière les autres. Je suis complètement imperturbable alors que je suis en train de me faire marcher dessus. Ça donne aussi le ton de la suite, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'allume la caméra, Tulip s'excite complètement. Très agréable d'avoir un cul dans le visage comme ça dès le matin. Tulip Vous allez l'entendre et la voir encore un petit peu, hein. J'espère qu'elle vous dérangera pas, elle est mignonne donc c'est plus facile à pardonner. Un bâtiment gris et trapu de 34 étages seulement. Au-dessus de l'entrée principale, les mots « Centre d'incubation et de conditionnement de Londres centrale » et dans un écusson, la devise de l'État mondial « Communauté, identité, stabilité ». L'énorme pièce du rez-de-chaussée était exposée au nord. En dépit de l'été qui régnait au-delà des vitres, en dépit de toute la chaleur tropicale de la pièce elle-même, ce n'étaient que de maigres rayons d'une lumière crue et froide qui se déversaient par les fenêtres. Les blouses des travailleurs étaient blanches, leurs mains gantées de caoutchouc pâle, de teinte cadavérique. La lumière était gelée, morte, fantomatique. Ce n'est qu'au cylindre jaune des microscopes qu'elle empruntait un peu de substance riche et vivante, étendue le long des tubes comme du beurre. Et ceci, dit le directeur en ouvrant la porte, c'est la salle de fécondation. Aujourd'hui, je vous parle de Le meilleur des mondes, de... Je sais toujours pas comment ça se prononce. J'aurais dû regarder avant la vidéo. Eh ben, on va dire qu'il s'appelle toujours Aldous Huxley, du coup. Donc, Le meilleur des mondes que j'ai lu pour le défi le challenge des reliques de Lucia Lu, puisque j'avais ce livre depuis plus d'1 an, et je devais le lire depuis plus d'1 an. J'avais envie de lire ce livre, en fait, pour les mêmes raisons que j'avais envie de lire 1984, même si il est un peu moins cité. Et en vrai, je vois pourquoi. Genre, c'est moins facile de faire des parallèles avec la situation politique actuelle. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo, déjà, allez la voir. Mais ensuite, pourquoi j'avais envie de lire 1984, c'est parce qu'il est très cité, très utilisé en politique pour les images qu'il donne et les pratiques qu'il dénonce. Et Le meilleur des mondes est un autre des livres qui est considéré comme un classique et qui propose une dystopie. Dans la 4e de couverture et dans la préface de l'auteur, c'est appelé une utopie. Alors, est-ce que c'est parce que le terme dystopie n'est populaire que depuis peu, ou pour souligner le fait que Le meilleur des mondes est présenté comme un monde parfait, avec un bonheur superficiel mais absolu, et que on souligne ça dans le sens... ouais, ça pourrait presque être une utopie, présenté comme une utopie en tout cas. Et donc Le meilleur des mondes a un peu la même structure que 1984 au début. C'est-à-dire qu'on a ce monde soi-disant parfait, au milieu duquel nous avons un héros qui ici s'appelle Bernard, qui va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui va essayer de sauver la situation. Au début je me suis dit bah décidément en fait le trope de l'élu c'est pas du tout nouveau. Après on parle beaucoup moins de Bernard dans celui-là. Autant dans 1984 on suit vraiment Winston tout du long. Là Bernard est plus un prétexte et j'ai eu l'impression qu'en fait tout était un prétexte à nous présenter ce monde. Le récit c'est celui de Bernard et des quelques autres personnages qui l'entourent puisque c'est un mode de narration omniscient où on suit principalement Bernard au début, mais aussi tout plein d'autres personnages qui l'entourent. Et ensuite, on va suivre un peu John. John qui est un sauvage. Il est appelé comme ça dans le livre, y compris dans la traduction la plus récente, dans le sens où c'est la vision de lui qu'ont les personnes qui se considèrent elles-mêmes comme étant civilisées et la seule civilisation qui vaille, faisant de tous les autres des sauvages. C'est pas la vision de l'auteur, bien au contraire. Et donc cet homme qui s'appelle John va revenir à Londres, puisque l'action de la civilisation se passe autour de Londres, et va essayer de s'intégrer dans cette société. Je vous dis pas s'il réussit ou pas, mais si vous avez un peu le propos de Le meilleur des mondes, vous vous en doutez.
Mais en fait, cette histoire-là, moi j'ai eu l'impression qu'elle était surtout un prétexte pour nous présenter ce monde, nous mettre devant toutes les dérives qu'il présente et plus ou moins nous avertir. C'est finalement le rôle de toutes les dystopies. Et en ça, c'était très intéressant. D'un point de vue écriture, c'était plutôt agréable. Je compare encore une fois à 1984 parce que c'est très comparable. C'est beaucoup plus agréable. Il y a un peu, bien sûr, d'aspect sexiste dans Le meilleur des mondes aussi, mais franchement, rien de choquant par rapport à l'époque. Et parfois, même, c'est un peu drôle. Et c'est dire, pour que moi je trouve ça drôle. Globalement, la réflexion, je l'ai trouvée très intéressante, aussi parce que j'ai apprécié le livre, forcément. Mais on est moins sur des choses sur lesquelles j'arrive à faire le lien avec les dérives actuelles de la société. Je sais pas si c'est moi ou si c'est juste que c'est le cas, mais là en fait on est vraiment dans les dérives de la science, des nouvelles technologies, mais beaucoup d'un point de vue eugénisme, puisque en fait le meilleur des mondes, c'est un monde dans lequel il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, et le terme même de parent est considéré comme quelque chose de choquant et de dégoûtant dont on ne peut pas parler. Les bébés sont tous des bébés éprouvettes, mais dans un sens beaucoup plus éprouvettes que ce qu'on appelle aujourd'hui des bébés éprouvettes. Il y a plusieurs classes sociales qui sont définies même pas dès la naissance, dès avant, dès la conception, puisque chaque humain et humaine sont conçus pour être soit un alpha ou un bêta, etc. Et donc ils sont pas faits pareil, et ils sont conditionnés dès la naissance par les centres dans lesquels ils sont élevés, puisqu'ils n'ont pas de parents, à être satisfaits de leurs conditions sociales. Les alphas sont très contents d'être des alphas, forcément, mais les bêtas sont très contents d'être des bêtas, les epsilons sont très contents d'être des epsilons, et tout le monde nage dans ce bonheur artificiel, bien aidé par le soma, une drogue distribuée quotidiennement et très consommée par tout le monde et hyper normalisée. Et en fait, c'est ça que ça dénonce. Déjà cet aspect sur l'eugénisme, mais aussi un aspect de faux bonheur, de bonheur artificiel, dans le sens où tous les personnages sont très heureux, mais jusqu'au moment où ils n'ont plus de soma, où il y a un tout petit couac qui va venir dérégler tout le système. Et globalement, oui, c'était une bonne lecture et une bonne surprise, parce que comme j'avais détesté 1984, je m'attendais au pire pour Le meilleur des mondes. Mais du coup, c'était une bonne surprise. Voilà. Est-ce que pour autant je conseillerais cette lecture? Je sais pas. En fait, je vois pas à qui le recommander, je dirais ça plutôt. Si ça vous intéresse ou si ça vous attire, eh ben allez-y, parce que c'est relativement agréable comme lecture. Après, je pense qu'en termes de dystopie politique, il y en a des meilleures qui ont été écrites depuis. Arcadie sautille d'une jambe sur l'autre, incapable de contenir son excitation. « S'il te plaît, Erin, je te dis que j'ai pas fini de manger. Allez, quoi, on va rater la distribution de fruits uniques. » Il m'agace. Je ne comprends pas son empressement. Comme si on avait la moindre chance d'accéder au haut forum. Sans parler du calme inhabituel dont je jouis. Lusta est vidée de ses quelques 50 habitants. Notre toit est désert. À part nous, il n'y a personne dans les 5 justicias qui s'y trouvent. Les alentours sont silencieux. Je soupire. C'est délicieux. D'habitude, à cette heure matinale où le soleil à peine levé cogne déjà, le brouhaha de la rue est presque solide. Un mélange de voix qui crient, chuintent, gémissent, d'odeurs de cuisine, de sueur, de nourriture avariée, d'animaux qui piaillent et grognent, de charrettes qui roulent et de mains qui claquent. Si je me lève et que je me penche par-dessus la rampe de bois qui entoure le toit, je distingue tout en bas la foule qui se presse, des enfants qui courent, des mutilés qui rampent, un corps gonflé oublié dans un coin, et plus loin, parce que l'Usta fait 5 étages et qu'elle est l'une des plus hautes du quartier Orcla Sud, les auberges réservées aux marchands ou leurs tentes dressées à la limite de la cité des Six et les premières Ustas du clan des Sourciers. Là-bas, le soleil se reflète dans les cascades et les enfants rient. Le deuxième livre que j'ai lu pour le Relic Challenge, c'est la deuxième bonne surprise, et c'est La fille sortilège de Marie Pavlenko.
Et pourquoi bonne surprise? Parce que ça faisait très longtemps que je l'avais et que c'était le fameux livre où le résumé, même après l'avoir lu, je le trouve toujours aussi mauvais. Hein. Le résumé de 4e de couve, ça me disait rien parce que pas très clair. Et il me semblait que c'était de la science-fiction, donc ça m'aidait encore moins à comprendre le résumé. En fait, c'est très clairement de la fantasy. Publié chez Folio SF, mais j'ai vu que maintenant ils distinguent, c'est marqué Folio Fantasy quand c'est de la fantasy. Alors qu'avant, en fait, ils mettaient tout l'imaginaire sous Folio SF. La fille sortilège, donc, c'est un livre jeune adulte, classé en jeunesse. Ça nous raconte l'histoire de Erin. Erin qui est une hors-clan. Hors-clan parce que donc elle a été chassée des clans. Dans un monde où les clans régissent tout. L'histoire, elle est centrée autour des 6 clans, de la cité des 6, dans lesquels tout est organisé en fonction des clans. Donc il y a un clan pour les planteurs, donc c'est plus ou moins les agriculteurs, hein, les sourciers qui s'occupent de l'eau, les dresseurs, les façonniers qui font toute la fabrication, les couteliers qui sont plus ou moins l'armée, et les guérisseurs qui sont les guérisseurs. Pour le coup, c'est hyper clair. Et il y a donc chaque zone pour chacun des clans. Au milieu, il y a le haut forum où se réunissent tous les gens importants qui s'occupent de diriger la cité. Et aux extrémités sont mis les gens considérés comme non importants puisque hors clan. Soit parce qu'ils sont arrivés ici alors qu'ils faisaient partie d'aucun clan, soit parce qu'ils en ont été chassés. Erin, elle a été chassée de son clan parce qu'elle a tenté d'en rejoindre un autre et que le nouveau clan ne l'a pas accepté. Elle se retrouve donc hors clan à essayer de survivre dans des conditions qui sont vraiment pas faciles. Avant, elle était aidée par celui qui était son amoureux et maintenant elle est seule puisqu'il est mort et elle s'est fait un nouveau compagnon qui s'appelle Arcadie. Compagnon dans le sens compagnon de galère, hein, c'est pas son mec. Arcadie, c'est un très jeune homme, c'est un adolescent en fait, qui lui a été chassé de son clan parce qu'il est handicapé. Sympa. Et en fait, tous les deux, ils ont une relation un peu... on pourrait dire frère-sœur, même si Arcadie a parfois des pulsions qui seraient très bizarres envers ta sœur. Mais à part ce petit détail, leur relation, franchement, elle est vraiment, vraiment mignonne, vraiment sympa. Ils veillent vraiment bien l'un sur l'autre. Les personnages, ils sont hyper attachants, hyper bien caractérisés dans le sens où il y a vraiment beaucoup de personnages et on n'a quand même pas de... Vous savez, ces moments quand il y a trop de personnages dans un récit et il y a un prénom qui revient et on est là, mais c'était qui lui déjà? Là, c'est assez clair. Qui est qui? Et on se rappelle assez bien des prénoms des personnages qui sont juste assez originaux pour nous marquer et pas trop bizarres pour qu'on arrive quand même à les prononcer dans notre tête. Et Erin, bon, bah, vous vous en doutez peut-être vu le titre, on est sur un trope de l'élu, décidément c'est le thème du moment. Erin, elle va être confrontée donc à plein de problèmes qui vont avoir lieu dans la cité et qui vont en fait venir à elle, la concerner directement. Ce qui fait que ça va l'engager dans un processus où devoir survivre va la mener à faire des choses plus importantes pour les autres. Donc de ce point de vue-là, c'est plus crédible, je trouve, que cette espèce de révélation de héros de bah tiens, je vais sauver tout le monde. Là, oui, en fait, elle est poussée par les conditions à vouloir arranger la situation, à devoir arranger la situation. Au niveau du rythme, moi, c'est surtout ça qui m'a frappée dans ce livre. Le rythme, il est, mais hyper bien géré, hyper bien géré. Sauf si vous êtes quelqu'un qui a besoin parfois de respiration, de moments plus calmes ou de moments où il se passe rien. Parce que là, il n'y en a pas. Hein. Il n'y a aucun moment où il se passe rien. Même les temps qui sont calmes pour les personnages sont des temps où il se passe plein de trucs, dans le sens où on a des révélations. Enfin, pour le lecteur ou la lectrice, il n'y a aucun moment où on s'ennuie. Aucun. Il se passe des trucs tout le temps, il y a plein d'actions. Il y a des complots politiques, il y a de la magie, il y a des combats. C'est vraiment un très bon livre, selon moi. Et je dis selon moi parce que j'ai été surprise, après ma lecture, de constater qu'il n'avait pas une si bonne note que ça. Bon, je dis si bonne note que ça, il a à peine moins de 4 étoiles sur 5, entre 3,5 et 3,8. Mais moi, je pensais vraiment qu'il aurait une meilleure note que ça parce que je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher, dans le sens où c'est vraiment un très bon divertissement et c'est ce qu'il est censé être. Il n'y a pas de grand message, de... Comment dire?
il y a un peu des réflexions sur la famille, autant la famille biologique que la famille qu'on se choisit. Mais à part ça, même les complots politiques, ils sont plus divertissants que des parallèles avec la politique de notre monde, quoi. Mais c'est censé être un très bon divertissement accessible à des jeunes adultes, et c'est ce qu'il est, et en plus un très bon divertissement aussi pour des adultes moins jeunes. Est-ce que je suis moins jeune pour un adulte? En tout cas, je pense qu'il peut plaire même à des adultes, c'est ça que je veux dire. Donc celui-là, pour le coup, vraiment, je vous le recommande. Il a pas été tant vu que ça, j'ai l'impression, alors que il est vraiment sympa. Je voulais dire autre chose que j'avais oublié de dire. Bon, du coup, Chloé du montage va le mettre ici. Bonjour. Sur la fille sortilège. Parce que après avoir fait la vidéo, j'ai regardé un peu des avis et tout ça. Et il y a des gens qui disaient que ils étaient étonnés de le voir classé comme jeunesse et que eux, ils laisseraient pas des adolescents lire ça. Alors, je suis pas représentative de tous les adolescents, mais moi, quand j'avais 15 ans, je lisais des trucs bien pire que ça. Et moi, je trouve que c'est un livre qui peut être lu par des adolescents, franchement. Hein. Après, il y a adolescents et adolescents, hein, le donnez pas à un enfant de 11-12 ans. Mais oui, 15 ans, à mon avis, on peut lire ça. En fait, pourquoi ils disent ça? Alors, je vais pas spoiler, hein, mais il y a des personnages qu'on aime bien qui meurent dans le livre. Et c'était une des raisons invoquées pourquoi il faut pas le donner aux adolescents. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise raison, dans le sens où ça n'est pas gore. Oui, il y a une ou deux scènes où il y a des trucs un peu crado, mais franchement, ouais, encore une fois, moi je lisais des trucs bien pires que ça à 15 ans, hein, dans le genre crado. À 14-15 ans, on est assez grand pour lire des livres où il y a des personnages qui meurent quand même, hein. Surtout que quand on regarde aujourd'hui ce que les gens de 14-15 ans ils lisent, c'est plein de smut. Moi je trouve que c'est bien moins pire. Voilà, c'est juste pour dire ça. Salut! Il entra dans ma vie en février 1932 pour n'en jamais sortir. Plus d'un quart de siècle a passé depuis lors. Plus de 9000 journées fastidieuses et décousues que le sentiment de l'effort ou du travail sans espérance contribuait à rendre vide. Des années et des jours, nombre d'entre eux aussi morts que les feuilles desséchées d'un arbre mort. Je puis me rappeler le jour et l'heure où pour la première fois mon regard se posa sur ce garçon qui allait devenir la source de mon plus grand bonheur et de mon plus grand désespoir. C'était 2 jours après mon 16e anniversaire, à 3 heures de l'après-midi, par une grise et sombre journée d'hiver allemand. J'étais au Karl-Alexander Gymnasium à Stuttgart, le lycée le plus renommé du Württemberg, fondé en 1521, l'année où Luther parut devant Charles Quint, empereur du Saint-Empire et roi d'Espagne. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un livre que j'ai lu pour le Relic Challenge. C'est L'ami retrouvé de Fred Ullman, qui est un tout petit roman, presque une novella, qui a été publié pour la première fois en 1971. Ce roman va nous raconter l'histoire d'un jeune homme. Il a 15 ou 16 ans au début du livre. Il est à l'école en Allemagne. Il est le fils d'un médecin juif. Il vient d'une famille juive. Et il va se faire un ami. Donc au début, il est un peu seul à l'école. Et en fait, il y a un nouveau qui va arriver à l'école et ils vont devenir super amis. Et donc, de ce point de vue-là, ça nous parle un peu de l'adolescence, de ce qu'on peut partager avec les autres de notre âge quand on a 15-16 ans. C'est assez intéressant, c'est assez bien raconté, franchement. On sent qu'il y a du vécu derrière. Et en fait, l'ami que se fait le narrateur, il est protestant. Et c'est important puisque le roman se déroule juste avant la Seconde Guerre mondiale et on va voir l'impact que ça va avoir sur leur amitié. Non pas tellement les événements de la Seconde Guerre mondiale, mais toute la propagande qui a précédé et continué pendant bien sûr. Mais donc ça nous raconte un peu avant le début de la propagande et le changement de regard de ses camarades et de son ami sur lui. Parce que jusqu'à maintenant, le fait qu'il soit juif, c'était un non-sujet. Et à cause de la propagande, à cause de ce que les médias de l'époque racontaient sur le fait que tous les problèmes étaient de la faute du peuple juif, les gens vont commencer à le croire et oui, leur regard va changer sur lui. Il va être envoyé aux États-Unis
un peu avant le début de la guerre, et c'est comme ça qu'il va être séparé de son ami. Je vous en dis pas trop plus concernant la suite de l'histoire parce que sinon ça va complètement vous spoiler vu que c'est assez court. Je vous recommande d'ailleurs de ne pas lire la 4e de couverture puisque la 4e de couverture n'est pas un petit texte d'introduction qui donne envie de lire mais un résumé de l'histoire tout entière. La dernière ligne du résumé au dos, c'est quasiment tout ce qu'on a besoin de savoir sur la fin du livre, donc vraiment ne lisez pas la 4e de couverture si ça vous intéresse de le lire. Mais donc, pour vous dire un peu moi ce qui m'a plu, ce qui m'a intéressé dans ce livre-là, c'est justement l'impact de la propagande sur la vie réelle. Parce que quand on l'étudie en histoire, on n'a pas la même perspective d'être dans la vie des gens. Et on voit beaucoup la propagande qui a été faite par les médias comme quelque chose de quasiment séparé de la façon de réfléchir des gens et du peuple. Et pourquoi c'est encore plus intéressant aujourd'hui? Parce que ça résonne vachement en fait avec ce qui se passe aujourd'hui. Je parle plus en l'occurrence de la façon dont les médias traitent les musulmans, les immigrés des pays de majorité musulmane et tous les immigrés en général, mais en particulier les musulmans. Et moi j'ai vu vachement un parallèle avec la façon dont les juifs ont été stigmatisés et rendus responsables de tout à cette époque-là. Maintenant c'est les musulmans, chacun son tour, hein. C'est plus facile de s'attaquer à des personnes qui sont déjà globalement pas super avantagées dans notre pays, plutôt que d'aller chercher les vrais responsables qui ont beaucoup plus de pouvoir. Bref, si vous vous intéressez aux médias en général et à l'influence qu'ils peuvent avoir sur les gens, je pense que vous ferez le parallèle aussi en lisant ce livre. Globalement, je le recommande parce que il est pas trop mal écrit, il est très agréable à lire, il est vraiment pas long et il y a des pistes intéressantes. Et un petit twist sympa à la fin. Voilà, c'était tout pour la première partie des livres que j'ai lus pour le Relique Challenge, sachant qu'au mois de février, j'ai aussi écouté en audio ces livres-là. Je vous laisse me dire s'il y en a qui vous intéressent parmi cette sélection. Et si oui, je vous en parlerai du coup dans la partie 2, dans 15 jours, je les rajouterai. Je vous laisse me dire. D'ici là, prenez soin de vous et bonne lecture. Bonjour. Ah, je me fais agresser en direct. Ah, moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Oh, bisous sur la bouche. Oh, tu es un bon petit chien.